Motivation, c'est que les pathologies comme celle-ci sont... Tout le monde connaît cette moustache, une moustache en guidon de vélo, aristocratique et frétillante qui semblait toujours prête à décocher une ironie mordante ou un grand éclat de rire pour des millions de spectateurs à travers le monde. Jean Rochefort était l'incarnation absolue de l'élégance à la française. Il était ce dandy flegmatique, ce gentleman malicieux qui traversait la vie avec une désinvolture apparente, un verre de vin à la main et une bonne blague aux lèvres. On l'imaginait heureux, comblé, léger comme une bulle de champagne, mais qui a vraiment osé regarder au fond de ses yeux lors de ses toutes dernières apparitions. Bienvenue sur Icônes et Silence, où nous explorons aujourd'hui l'histoire de l'homme qui a fait rire la France entière tout en pleurant intérieurement. Car derrière le masque de l'acteur culte, derrière le héros d'un éléphant, ça trompe énormément, se cachait un homme brisé, hanté par un secret qu'il a gardé enfoui sous des couches d'humour et de politesse pendant près de 2 décennies. Ce n'était pas un scandale financier, ni une double vie inavouable, c'était bien pire que cela. C'était une douleur physique lancinante, cruelle, et une blessure morale qui ne s'est jamais refermée, quelques jours seulement avant de tirer sa révérence, alors que les caméras s'attendaient à une énième pirouette humoristique. Jean Rochefort a brisé l'armure, d'une voix fatiguée mais d'une lucidité effrayante. Il a prononcé des mots qui ont glacé ceux qui savaient écouter. Il a parlé de la mort non pas comme une ennemie à combattre, mais comme une amie que l'on attend avec impatience. Comment une telle icône, aimée de tous, a-t-elle pu finir sa vie dans une telle lassitude qui a brisé les ailes de ce cavalier passionné? La réponse réside dans un tournage maudit, un rêve de cinéma transformé en cauchemar absolu, et dans une mélancolie profonde qui le rongeait depuis l'enfance. Il a avoué avoir senti son corps le trahir, victime de l'ambition démesurée d'un système qu'il a consommé jusqu'à la moelle. Alors que les hommages pleuvaient, Jean Rochefort, lui, réglait ses comptes avec le destin, refusant de partir sans dire la vérité sur ce que cachait vraiment son sourire. Mais pour comprendre la gravité de cette ultime confession et pourquoi il a accueilli la fin avec soulagement, il faut remonter le temps, bien avant la gloire et les blessures, pour découvrir l'enfant triste qui cherchait désespérément à fuir l'ennui mortel de son existence. Pour comprendre l'ascension fulgurante de cet homme, il faut d'abord remonter à la source de son désir, à cette fuite éperdue, loin de l'ennui mortel d'une enfance provinciale trop stricte. Jean Rochefort ne voulait pas seulement jouer la comédie, il voulait vivre 1000 vies pour échapper à la sienne. C'est au Conservatoire de Paris, dans les années 50, qu'il trouve enfin sa véritable famille, une bande de copains turbulents qui deviendra légendaire et qu'on appellera la bande du Conservatoire. Avec ses frères d'âme, Jean-Pierre Mariel et Philippe Noiret, il découvre l'ivresse de la liberté, les nuits blanches à refaire le monde et cette promesse tacite de ne jamais se prendre au sérieux, même si le talent, lui, était immense. L'histoire de la France des 30 Glorieuses se confond avec son visage, alors que le pays se reconstruit et cherche à oublier les blessures de la guerre. Jean Rochefort devient, presque malgré lui, le visage d'une masculinité nouvelle, à la fois rassurante et légèrement ridicule, tendre et maladroite. Dans les années 60 et 70, il est partout. Il n'est pas le héros invincible à la Alain Delon, ni le cascadeur fougueux à la Belmondo. Il est autre chose et il est nous. Il est l'avocat cynique mais attachant dans la saga Angélique, marquant les esprits par sa voix traînante et son regard pétillant. Il est le chef des services secrets, froid et hilarant, face au grand blond avec une chaussure noire. Mais c'est véritablement avec les films d'Yves Robert, et notamment le culte Un éléphant, ça trompe énormément, que Jean Rochefort atteint le zénith de sa gloire et entre définitivement dans le patrimoine affectif des Français. Avec sa moustache soigneusement taillée qui devient sa signature indélébile, il incarne Étienne d'Orsay, ce quadragénaire bourgeois, un peu lâche, un peu menteur, mais terriblement humain, qui court après des fantasmes pour oublier que sa jeunesse s'enfuit. Chaque réplique qu'il prononce devient un classique. Chaque haussement de sourcil déclenche l'hilarité dans les salles de cinéma bondées. Il est sacré, l'homme le plus élégant de France, le dandy idéal que tout le monde rêve d'inviter à dîner.
Pourtant, au cœur de ce tourbillon de succès, une autre passion, plus dévorante encore que le cinéma, commence à prendre toute la place et deviendra sa véritable échappatoire, les chevaux. Alors qu'il tourne cartouche, il découvre l'équitation et c'est un coup de foudre absolu. Presque mystique, le cheval devient son confident. Son monde de silence, loin du brouhaha des plateaux et des faux-semblants du show business, il devient éleveur, commentateur, passionné, trouvant dans le regard des bêtes une sincérité qu'il peine parfois à trouver chez les hommes. Pour le public, il est une star comblée, un acteur qui enchaîne les triomphes comme le crabe-tambour où il dévoile une mélancolie maritime bouleversante, prouvant qu'il est bien plus qu'un clown triste. Les années 80 et 90 ne font que confirmer son statut d'icône intouchable. Il reçoit des Césars, il est applaudi, choyé, célébré comme un monument national vivant. Tout semble parfait sur le papier glacé des magazines. Il est riche et célèbre et aimé. Mais ce que le public ne voit pas, c'est que cette armure de dandy, cet humour pince sans rire qu'il manie comme une épée, sert avant tout à tenir le monde à distance, car sous les projecteurs aveuglants de la gloire, une ombre commence à s'étendre et les premières fissures de l'angoisse apparaissent, invisibles à l'œil nu, mais bien réelles pour celui qui doit porter le masque chaque matin. Tandis que la France entière se délecte de ses mimiques et de ses bons mots, en coulisses, l'homme se fissure doucement, prisonnier de cette image trop parfaite qu'il a lui-même contribué à sculpter. La célébrité est une maîtresse exigeante et pour Jean Rochefort, elle devient rapidement une cage dorée dont les barreaux sont faits d'attentes insupportables. Le public et les producteurs veulent de voir le Jean Rochefort qu'ils aiment, le gentleman blagueur, l'ami rassurant, l'homme qui ne prend rien au sérieux. On lui interdit la tristesse, on lui refuse le droit à la gravité. Il doit être drôle tout le temps, partout, comme un automate du rire que l'on remonte pour divertir la galerie, ignorant l'âme mélancolique qui suffoque sous le costume 3 pièces. Ce que peu de gens soupçonnent alors, c'est que l'acteur lutte contre un démon intérieur tenace, un spleen baudelairien qui ne le quitte jamais vraiment. Les dimanches soirs sont des gouffres d'angoisse et les silences entre deux tournages résonnent comme des condamnations. Il confiera plus tard avoir souvent ressenti un vide existentiel vertigineux, une peur panique de n'être qu'une coquille vide une fois les projecteurs éteints. L'industrie du cinéma, cette machine à broyer les rêves, ne l'épargne pas non plus, elle le sollicite sans relâche, l'épuise, lui impose des rythmes effrénés, le poussant à accepter des rôles parfois indignes de son talent. Simplement pour combler le vide, pour ne pas avoir à affronter son propre reflet dans le miroir. Il est devenu une marque, une valeur sûre, un produit marketing que l'on s'arrache, mais on oublie trop souvent de demander à l'homme comment il va réellement. À cette pression professionnelle s'ajoute une angoisse personnelle, intime et déchirante, devenu père sur le tard. Il se décrit lui-même avec une lucidité cruelle comme un père-grand-père. En regardant ses jeunes enfants grandir, il est assailli par la peur mathématique de ne pas être là pour les voir devenir adultes. Chaque anniversaire est une victoire, mais aussi un rappel cinglant du temps qui passe, ce temps qu'il a tant donné au public et si peu gardé pour lui-même. Il vit avec la hantise de l'abandon, la peur de laisser derrière lui des êtres aimés sans protection, une anxiété qui nourrit ses insomnies et assombrit son regard, même lorsqu'il sourit sur les tapis rouges. What? Il se sent parfois comme un imposteur, un usurpateur de bonheur, les dîners mondains, les félicitations hypocrites, les « je vous adore » lancés à la volée par des inconnus ne comblent pas cette solitude fondamentale. Il commence à percevoir la cruauté de ce milieu qui vous adore tant que vous êtes au sommet, mais qui est prêt à vous remplacer à la moindre fausse note. Il a vu ses amis décliner, il a vu la lumière changer dans les yeux des producteurs, et c'est précisément à ce moment de fragilité, alors qu'il cherche un sens plus profond à son art, qu'un projet grandiose se présente à lui, un projet qui promettait d'être l'apothéose de sa carrière, le rôle d'une vie, le rêve ultime de tout acteur, mais personne ne l'avait prévenu que les rêves, parfois, sont des pièges mortels déguisés en opportunités.
L'an 2000 devait marquer l'apothéose, le sacre ultime d'une carrière exemplaire, mais il deviendra l'année du naufrage. Un réalisateur visionnaire venu d'Hollywood, Terry Gilliam, lui offre le rôle dont tout acteur rêve en secret, celui du chevalier à la triste figure, Don Quichotte. Pour Jean Rochefort, c'est bien plus qu'un film, c'est un destin. Il apprend l'anglais avec acharnement, il se prépare mentalement et physiquement, prêt à donner son âme pour incarner ce héros magnifique et dérisoire qui lui ressemble tant. Le tournage commence dans le désert aride des Bardenas Reals en Espagne. Mais très vite, le rêve se transforme en une hallucination grotesque, une catastrophe industrielle qui restera dans les annales du cinéma sous le nom de film maudit. Sur ce plateau balayé par les vents et les inondations, l'impensable se produit. Jean Rochefort, ce cavalier émérite qui murmurait à l'oreille des chevaux, se retrouve piégé par la machine infernale de la production, souffrant d'une double hernie discale, le dos en compote. Il est contraint de monter en selle. La douleur est fulgurante, insupportable, comme si on lui arrachait la colonne vertébrale à vif. On le force, on le presse, l'art doit triompher. Peu importe le coût humain, Jean Rochefort serre les dents, par professionnalisme, par orgueil peut-être, mais son corps finit par dire stop. Il est évacué en urgence, brisé, laissant derrière lui le costume de Don Quichotte et les ruines d'un film qui ne verra jamais le jour avec lui. Mais la véritable tragédie n'est pas l'annulation du tournage, ni les millions perdus par les assurances. La véritable tragédie est intime et silencieuse. Ce jour-là, dans la poussière espagnole, Jean Rochefort n'a pas seulement perdu un rôle, il a perdu ses ailes. Les médecins sont formels, l'équitation, c'est fini. Plus jamais il ne pourra galoper. Plus jamais il ne ressentira cette communion sacrée avec l'animal qui était son seul refuge contre la mélancolie du monde. On lui a volé sa passion, on lui a coupé le souffle. Il dira plus tard, avec une amertume qui ne le quittera plus, que ce réalisateur a tué une partie de lui-même. Il se sent trahi, sacrifié sur l'autel de l'ambition d'un autre, laissé pour compte avec une douleur physique qui deviendra sa compagne fidèle pour le restant de ses jours. L'acteur rit encore devant les caméras, mais l'homme, lui, ne rit plus. Il entre dans une zone d'ombre où la colère le dispute au désespoir, une colère froide contre cette industrie qui broie les hommes une fois qu'elle a extrait tout leur talent. Et c'est cette douleur lancinante, ce deuil impossible de sa vie de cavalier qui va lentement le pousser vers cette ultime confession. Ce moment de vérité où il décidera enfin de ne plus se taire. Les dernières années de sa vie ressemblent à un long crépuscule où les ombres s'allongent inexorablement. Jean Rochefort, ce grand seigneur du cinéma, s'est retiré peu à peu, non pas par caprice, mais parce que son corps, meurtri par l'accident de Don Quichotte, ne lui laissait plus de répit. C'est alors, à l'aube de ses 87 ans, qu'il décide de briser le silence lors d'une série d'entretiens télévisés bouleversants qui résonneront comme un testament oral face à la caméra, dépouillé de tout artifice. Le regard embué mais d'une lucidité terrifiante, l'acteur choisit l'honnêteté brutale. Il ne cherche plus à plaire, il cherche à se libérer. C'est lors d'une interview mémorable que le masque tombe définitivement avec une voix douce, presque chuchotée. Il avoue ce que personne n'osait entendre de la part d'une icône nationale. Il confie qu'il a hâte de partir. Il prononce ces mots terribles et magnifiques. Je sens la mort venir et j'en suis content. Ce n'est pas un appel au secours désespéré, c'est le constat froid d'un homme qui a trop souffert. Il explique que la douleur physique, héritage maudit de ce tournage espagnol désastreux, a transformé son quotidien en une épreuve insupportable. Il raconte comment ce réalisateur, dont il ne prononce le nom qu'avec une réticence palpable, a brisé son outil de travail, son corps, le privant de sa seule véritable joie, celle de chevaucher librement dans la nature. Il ne s'arrête pas là. Il parle de sa solitude. Il évoque ses amis disparus, Philippe Noiret, Jean-Pierre, Marielle, ses frères d'armes avec qui il avait tant ri. Il avoue les jalouser. Oui, il est jaloux de ceux qui sont partis avant lui, car ils n'ont pas eu à subir l'humiliation de la vieillesse et la déchéance physique. Pour la première fois, le public découvre l'ampleur du spleen qui rongeait cet homme depuis toujours.
Ce n'était pas une posture d'artiste, c'était une blessure d'âme. Il parle de son dégoût de voir son propre visage dans le miroir, de cette lassitude immense qui l'envahit chaque matin. La France est sous le choc, le clown triste ne joue plus. Il n'y a plus de blagues pour désamorcer la tension, juste la vérité nue d'un homme qui a tout donné et qui demande, avec une politesse exquise, le droit de tirer sa révérence. Il ne pardonne pas à l'industrie de l'avoir usé jusqu'à la corde. Il ne pardonne pas au destin de lui avoir volé ses dernières années de cavalier. Cette confession publique est un acte de courage inouï. En osant dire qu'il attend la mort avec soulagement, il brise l'un des plus grands tabous de notre société. C'est un moment de télévision d'une intensité rare, où le silence qui suit ses paroles est plus lourd que tous les applaudissements qu'il a reçus au cours de sa carrière. Il nous laisse là, face à notre propre mortalité, avec pour seul héritage cette honnêteté foudroyante qui nous force à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir de lui. L'histoire de Jean Rochefort n'est pas seulement le récit d'une carrière exceptionnelle brisée par un accident de tournage, c'est une fable moderne sur la solitude de ceux qui nous font rire. Elle nous rappelle brutalement que derrière chaque icône, derrière chaque moustache célèbre et chaque réplique culte, il y a un être humain qui saigne, qui doute et qui vieillit. Nous avons tant aimé le personnage qu'il a créé pour nous que nous en avons oublié l'homme qu'il portait à bout de bras, le cinéma, cette industrie vorace, l'a célébré tant qu'il était utile, mais c'est dans le silence de sa chair meurtrie qu'il a dû affronter ses dernières batailles. Son ultime secret n'était pas un scandale, c'était une leçon d'humanité. Il a eu le courage inouï de nous dire que la fête était finie, que le clown était fatigué et que la souffrance n'avait rien de romantique. En brisant le tabou de la mort et de la douleur, Jean Rochefort nous a offert son dernier grand rôle, le plus sincère de tous. Il nous a forcés à regarder la vieillesse en face, non pas comme une carte postale dorée, mais comme une réalité crue où le corps devient une prison. Combien d'autres artistes, adulés puis oubliés, souffrent ainsi dans l'ombre des projecteurs éteints, combien de sourires de façade cachent des envies de fuite. Son histoire est un miroir tendu à notre propre égoïsme. De spectateurs, sommes-nous prêts à écouter nos idoles quand elles cessent de nous divertir pour nous parler de leur peine ? Aujourd'hui, alors que le rideau est définitivement tombé, on aime à imaginer que Jean Rochefort a enfin retrouvé ce qu'il cherchait désespérément. On l'imagine là-haut, loin des plateaux de tournage ingrats et des douleurs dorsales, ayant rejoint ses vieux complices Noiret et Marielle pour un banquet éternel. Mais surtout, on l'imagine à cheval, galopant librement dans des plaines infinies, sans selle ni contrainte, le vent dans sa moustache, enfin débarrassé de la lourdeur de l'existence. Il ne cherchait pas l'immortalité du cinéma, il cherchait simplement la paix. Et peut-être qu'en nous confiant son désir de partir, il nous a donné la permission de le laisser s'en aller, non pas avec tristesse, mais avec la certitude qu'il est enfin guéri de la vie. Adieu, Monsieur Rochefort, et merci pour l'élégance du désespoir.